Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de chemin, on parle de parcours. La question qui m'a été posée, c'était, je la relis, j'aimerais que tu parles de ce que tu fais précisément, du chemin que tu as pris, excuse-moi, je suis un petit peu malade, quand tu as décidé de faire du digital et comment tu en es arrivé à faire une agence. D'ailleurs, est-ce que tu peux aussi parler des différents métiers possibles dans ce milieu? Beaucoup de questions dans cette question. Hop, je fais cette petite rectification et on y va. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui je fais précisément? Aujourd'hui, donc, j'ai une boîte de conseil qui s'appelle Scalable. Qu'est-ce qu'on fait dans notre boîte de conseil? C'est qu'on aide les dirigeants à aller chercher 30% de croissance supplémentaire dès la première année. Comment on fait? On a un processus en 4 étapes. Le marketing, tout d'abord, puis le produit, puis l'acquisition, puis le système. Ok? Je te décris rapidement les étapes. Le marketing, pour le coup, je pense que tu connais déjà ce qu'il est, ce qui le compose. C'est tous les aspects qui visent à faire connaître ton produit. En tout cas, la manière dont ton produit est poussé. Quel est le message? Quel est l'objectif? Le produit, donc la deuxième lettre, c'est comment et créer ton offre autour de quoi? Pour répondre à quelle solution? Pour répondre à quelle problématique? Quelle solution apporte ton produit sur le marché? Ça, c'est le côté produit. Ça se travaille, il faut passer beaucoup de temps dessus. D'ailleurs, c'est souvent un petit peu laissé à l'abandon et c'est dommage. Je bosse avec des gens qui vont travailler 2, 3, 4, 5 ans dans une entreprise et qui n'ont aucune idée réelle, concise, précise de ce que leur produit apporte. C'est problématique. Ensuite, le nerf de la guerre, l'acquisition, le A. Comment est-ce qu'on trouve des clients? Que tu fasses 1000 euros par mois, 500, 0 ou 10 000 ou 100 000, tu as besoin de savoir comment tu trouves des clients. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas évoluer. Cette variable, cette métrique, ou cette métrix, doit être vraiment quantifiable. Tu dois pouvoir la connaître, savoir d'où viennent les gens, pourquoi viennent les gens, de quelle méthode, combien ça coûte. Pour pouvoir justement, comme on dit, scale up, c'est-à-dire évoluer, faire avancer le tout. Et le dernier point, c'est la partie système. Alors en général, c'est un peu S comme sous-côté aussi. Puisque ça, c'est beaucoup mis de côté par les dirigeants. Ils se disent, attends, moi j'ai un système, on fonctionne très bien avec les outils qu'on a depuis à peu près 15 à 20 ans. Mais je trouve que c'est une réflexion qui est quand même positionnée en dehors de la réalité. Aujourd'hui, qui utilise le même téléphone depuis 20 ans? Qui utilise les mêmes logiciels que depuis 20 ans? Qui a le même Windows qu'il y a 20 ans? Qui a la même mise à jour iPhone qui a 15-20 ans? On va prendre 10 ans, ce sera plus court parce que je ne sais pas si ça existait il y a 20 ans. Personne en fait. Donc techniquement, ta boîte ne peut pas fonctionner au top de ce qu'elle pourrait produire si tu es encore en train d'utiliser des logiciels qui sont dépassés. Et c'est souvent le cas. Donc si ton système interne n'a pas bougé depuis 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans encore pire, pose-toi des questions. Il y a un énorme problème et ça fait partie du frein à ta croissance. Chez Scalable, le deuxième point, c'est qu'on accompagne également des gens qui ont des business un petit peu plus petits. Donc c'est des gens soit qui veulent se lancer, soit des gens qui fonctionnent et qui font entre 500 et 3000 euros par mois. On va dire ça comme ça. Les problématiques ne sont pas les mêmes quand tu fais 200 000 par mois que quand tu fais 3000. Bien évidemment, tu t'en doutes. Donc tu vois, il y a un peu ce genre de double compétence. Je tiens à garder ce petit côté coaching, proximité, petit business, parce que je suis passé par là et j'ai beaucoup manqué de conseils. J'aurais aimé avoir quelqu'un d'un petit peu plus fort qui me drive et qui puisse me dire tiens, va par là, ça c'est un bon choix, ça c'est oui, ça c'est non. Je trouve que c'est quelque chose de super important et globalement, dans la vie, quand on devient bon dans quelque chose, c'est justement quand on est coaché, quand on a des réponses à nos questions. C'est là qu'on apprend, c'est là qu'on avance. C'est un peu le concept de l'éducation, tu vois. Apprendre à lire tout seul dans un livre versus apprendre à lire avec un professeur qui te fait faire écrire des A, écrire des B, écrire des C et apprendre mot par mot, c'est un petit peu plus efficace. Tu vois, tu gagnerais du temps. Sinon, voilà, on aurait des adultes de 35 ans encore en train de se demander comment on prononce un O et un U côte à côte. Tu sais, je sais pas, j'ai jamais entendu, il paraît que ça sonne bien, mais je ne sais pas. Très important d'être coaché, je te le répète assez souvent. Donc voilà ce que je fais précisément pour répondre à ta question, mon cher. L'avantage de ce business-là, donc, c'est qu'il y a une demande qui est énorme parce que
les entreprises qu'on va accompagner, elles ont un problème soit sur les 4 piliers que je viens de te citer, donc le marketing, le produit, l'acquisition, le système, ou sur un des piliers, soit sur 2, soit sur 3, mais bien souvent c'est 3, tu vois. Bien souvent c'est 3. Ça déconne de ouf au niveau du marketing, ça déconne de ouf au niveau du produit. Au niveau de l'acquisition client, c'est souvent complicado. Et au niveau du système, ils sont pas au courant que c'est chiant, mais c'est chiant. Tu vois, ils s'en rendent compte. Ils se disent, ah tiens, c'est spécial. Là, tu vois, on vient de signer un contrat avec une boîte. Ils m'ont communiqué les premiers documents. Fichier Excel. Fichier Excel de milliers de lignes rangés n'importe comment. Tout le monde fait sa popote dedans. Voilà. Il y a des gens qui vont mettre des surlignages rouges, d'autres ils vont mettre des surlignages orange. L'autre il passe le lendemain, il dit vas-y, moi j'écris en rouge quand c'est bon, j'écris en noir quand c'est plus bon, j'écris en bleu quand c'est l'international. Du coup, tu as un fichier Excel, on dirait un sapin de Noël, mais on comprend plus rien, tu vois. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'outils, il y a 12 versions du fichier Excel. C'est pas gérable, tu vois. Quand tu commences à faire un peu de trésor, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je dis ça, je te parle pas d'une boîte qui fait zéro là, hein. Je te parle d'une boîte qui fait des sous. Mais l'organisation interne, elle est vraiment complicada, quoi. Et ça arrive très 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 souvent, plus qu'on ne le croit d'ailleurs. Je reviens sur ce que tu m'as dit aussi. Le chemin que j'ai pris quand j'ai décidé de faire du digital. Comment j'en suis arrivé là? Ok, bon. Alors, je vais dire long story short. Le mec est beaucoup trop américain pour ce game-là. À la base, je faisais pas digital, moi. À la base, je pense que tu connais la story. Je vendais du matériel photo, vidéo. Hein, tout à fait classique. Je vendais juste des produits physiques, quoi. Et je travaillais à côté. À force de faire des ventes, je me suis mis à avoir de l'argent, en fait, en plus de mon salaire. Et je me suis habitué à ça, tu vois. Tu as 100 euros de plus, tu as 200 euros de plus, tu as 300 euros de plus, tu as ton salaire de plus. Tu commences à réfléchir. Au bout de quelques mois, quand tu as ton salaire plus, tu te dis, ah, c'est bien, tu vois. Si je peux enlever la partie salaire, c'est pas mal, tu vois. J'arrive à gagner ma vie avec ça. Ça fait un petit peu peur, mais ça te donne envie. Ok ? J'ai créé pas mal de boîtes de e-commerce, parce que je me suis dit, le niveau du dessus, après les ventes physiques, c'est quand même d'avoir un petit côté e-commerce. En fait, tu veux toujours supprimer le truc que tu n'aimes plus trop. Tu vois ? C'est-à-dire qu'au début, tu rêves de gagner un peu d'argent. Quand tu gagnes un peu d'argent, tu en veux un petit peu plus. Ensuite, tu veux supprimer les trucs que tu n'aimes pas. Tu dis, bon, si on peut supprimer le fait de se déplacer physiquement, c'est pas mal. Ça me fait gagner du temps. Donc, tu arrêtes de te déplacer physiquement et tu vends sur Internet. Puis tu avances et tu dis, bon, bah... Si on peut supprimer le côté logistique, le fait d'envoyer des produits, ça peut être pas mal. Et puis du coup, tu vends un petit peu de service, tu vois. Au lieu de vendre des produits comme physiques, tu vends des produits digitaux, comme des sites. Puis ça tombe bien, tu vois, je savais déjà les faire, puisque j'avais des e-commerce. Donc, tu vois, j'ai fait pivoter comme ça la connaissance, petit à petit. Et je me suis rapproché des produits digitaux et du conseil. Tu vois, sur des produits digitaux, tu dis c'est bien. Mais les gens des produits digitaux, on peut leur apporter quelque chose en plus. Tu vois, ils ont peut-être besoin d'aide, donc tu commences à aider, et puis l'aide, ça paye. Tu vois, les gens sont contents, ils sont contents de te payer pour ça, parce que tu résous des problématiques, et c'est cool. C'est agréable, tu passes un bon moment, ils sont super contents parce qu'ils ont passé aussi un super moment, ils ont les réponses à leurs questions, et on avance. Donc je me suis mis à vendre, donc comme je t'ai dit, des sites, des logos, des photos, des vidéos, et puis du conseil qui s'est transformé en du conseil de plus en plus haut niveau, parce que plus j'ai accompagné de personnes, plus je savais de choses. En parallèle de ça, j'avais également mes business, donc j'étais le gars qui conseillait en business avec des business, tu vois. Contrairement à un prof qui va t'apprendre l'entrepreneuriat qu'il a appris dans les livres, tu vois, c'était vraiment, c'est vraiment du concret pour le coup. Et voilà comment je suis arrivé à terme, après pas mal d'années, à faire une boîte de conseil. Mais à la base, c'était une agence de marketing digital, tu vois, qui provenait de ce e-commerce-là. Et j'ai vendu tout ce qui est en rapport avec le marketing digital, du community management, de la photo, de la vidéo, de la conception, du montage, j'ai vendu de la créativité. Mais le truc qui m'a le plus excité, le plus intéressé en fait, à terme, c'est le conseil. Parce que le conseil, c'est incroyable. Parce que tu changes vraiment la vie des gens. Quand tu fais des montages vidéo, le gars que tu as en face, bah, il est content. Mais en soi, ça change pas sa vie, tu vois. C'est cool, c'est beau, ça peut lui plaire très fort, mais en soi... ça va pas, c'est pas game changer dans sa vie d'avoir un joli montage. Il va le regarder, il va dire c'est super, et il va passer à autre chose. C'est pareil pour tes photos,
C'est pareil pour ton site, si tu fais des sites vitrines qui ne sont pas des sites e-commerce pour tes clients. C'est pareil pour le community management, c'est cool, mais ça reste une prestation qui n'apporte pas de solution particulière. Alors que quand tu vends du conseil et que tu proposes ton aide, là, surtout qu'il y a un côté financier, là vraiment c'est game changer. Parce que tu te mets à bosser avec des gens qui ont vraiment de grosses problématiques et qui ont besoin d'aide dessus. Donc quand tu résous les problèmes qu'ils rencontrent, ça change vraiment leur vie. Et tu le sens. Ils sont reconnaissants de ouf. Et ils kiffent. Et tu kiffes parce que tu peux aider des gens. Et moi, j'aime beaucoup, tu vois, aider les gens. Parfois, c'était pas une bonne idée. Ça fait partie du jeu. Après, on m'a jamais trahi, donc c'est super. Mais parfois, trop aider, c'est pas ouf. Donc, quand tu le fais dans le cadre du conseil, c'est une prestation, donc c'est OK. Tu vois, tu changes la vie des gens. Et je trouve que c'est ultra important. Et je pense que tu t'en doutes. Il y a beaucoup de gens qui ont ce problème aujourd'hui. Donc, c'est ultra important que ce que tu fais dans la vie, ce soit gratifiant. Tu as besoin de prendre du plaisir. Il y a plein de gens aujourd'hui, ils n'aiment pas leur taf parce que leur taf n'est pas gratifiant. Ils font quelque chose, mais ils ont du mal à sentir, à comprendre pourquoi ils font ça. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est cool, mais c'est répétitif, mais est-ce que c'est kiffant ? Pas trop. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir un job qui n'est pas répétitif et qui en plus est plaisant. Tu vois, tu as des humains en face qui sont contents. Même si effectivement il faut se méfier en fait de trop d'amour, parce que la frontière entre l'amour et la haine est vraiment fine, tu vois. C'est super agréable de dire putain je peux changer ça, faire avancer des gens, les amener à un autre niveau, et plus ça fonctionne, plus ils ont envie de travailler avec toi. Donc quand tu commences à travailler avec quelqu'un, en général tu le fais pour longtemps, puisque si tu le fais bien, vous allez rester en collab. Sauf cas particulier, bien évidemment. Donc voilà un peu comment s'articulent aujourd'hui les services qui sont chez Scalable. C'est carré, c'est une vraie procédure. Éprouver, tester, retester, retester. C'est vraiment quelque chose qui a été peaufiné au fil du temps et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pas une vision, c'est pas un truc que j'ai lu dans un livre un jour. Je me suis dit, ça peut sauver des gens. J'arrive avec une vraie expertise et dis voilà. Par rapport à ce que tu as vécu, moi j'ai vécu telle situation similaire, je pense qu'on pourrait passer par là, là, là et là. Et le process qui va avec tout ça, c'est ça, ça, ça et ça. Et la personne, quand elle rentre avec nous, elle a tout le détail et elle dit ah waouh, mais je vois exactement où on va. Et que ce soit un dirigeant ou une personne coachée à plus petite échelle, elle comprend. Et tu es beaucoup moins dans le flou artistique du business. Que ça soit un petit ou un gros, il y a vraiment ce flou. Le petit qui rêve de lancer son business ou qui a un petit business qui marchouille, c'est flou tout ça. Ça marche, mais il ne sait pas trop. Tu vois, il a des gens, il y a un petit peu de réseau, il y a un petit peu de chance, il y a un petit peu de potes, de gens aussi. Mais trouver des nouvelles personnes, c'est compliqué. Dès qu'il faut trouver de nouvelles personnes, ça devient dur. C'est flou. Comment on les trouve ? Est-ce qu'elles existent vraiment ? Est-ce que les bons clients existent ? Est-ce que les vrais payeurs existent ? C'est des bons payeurs, c'est des mauvais payeurs. Où est l'argent des gens ? Les gens n'ont pas de sous. Tu sais, as plein de questions qui traversent l'esprit. Pour les gros, en général, bien souvent, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup trop, pas assez de système. Parce que les bouche à oreille n'est pas une stratégie, bien évidemment, parce qu'elle n'est pas prédictible. Tu ne peux rien compter quand tu fais du bouche à oreille. Tu n'es pas capable de me dire, dans 2 jours, il y a 2 mecs qui vont venir et on va les facturer entre temps et temps. C'est pas possible. Ça, tu peux le faire que quand tu as une vraie stratégie et que tu as de la publicité qui tourne pour toi ou autres moyens commerciaux qui permettent de te faire connaître et de calculer un retour sur investissement. Le bouche à oreille n'est pas calculable en l'état. C'est une cerise, tu vois, un petit bonus, un bonbon, mais c'est pas une stratégie. Et donc, bien souvent, on bosse avec des gros. Les mecs sont balèzes et ils ont la chance d'avoir un méga réseau et tout. C'est super, ça tourne depuis plusieurs années. Mais en fait, c'est à chacun son réseau, à chacun la puissance de son réseau. Tu peux avoir un réseau qui te fait tourner 2 ans, comme un réseau qui te fait tourner 2 semaines. Tu vois, si tu connais pas trop de monde. Le truc, c'est que ça fait beaucoup plus mal de te fracasser quand on t'a fait tourner 2 ans, parce que tu crois que c'est une bonne stratégie, que quand on t'a fait tourner 2 semaines. Tu vois. Au bout de 2 semaines, tu trouves plus personne, t'as compris, tu vois, il te faut une méthode. Alors qu'au bout de 2 ans, t'as l'impression que t'as craqué le jeu, tu vois. Tu te dis, mais c'est ça le business. Le business, c'est que le réseau. C'est trouver des gens qui sont OK avec moi, qui vont être d'accord, trouver des potes de potes. Tu pars du fait que c'est comme ça le business. Alors que non, le business, c'est vraiment stratégique pour le coup. Dans la plupart des cas, il y aura toujours des gens qui vont me dire oui, mais nous, on fait que du réseau, etc. Et ça fonctionne depuis 3 ans, depuis blabla. Ne t'inquiète pas. On s'enverra un message quand la réalité te frappera au visage. T'inquiète pas. Tu m'enverras un petit message, tu me diras oui, mais c'est vrai, j'avoue, je me rappelle de ton podcast. Tu verras.
n'y a pas de magie. J'en ai trop vu des comme ça. Des 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. 10 ans de réseau, le gars. Masterclass, il est là, et putain. Ouais, Julien, en fait, j'arrive pas à dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires, etc. Ah ouais? Comment tu trouves du coup des gens? Tu sais, moi, c'est le réseau. Et ben voilà. Bah, vas-y, active alors le réseau. Ouais, mais là, bah oui, là. Quel est le canal d'acquisition? Comment trouves-tu de nouvelles personnes? Réseaux sociaux, sites, pub, autres méthodes, salon, ce que tu veux. Ouais, on fait des salons de temps en temps. Combien? Quel tarif? Quel investissement? Quelle fréquence? Aucun calcul. Et ton business, il fait ça. Et t'as peur. Et t'as peur. T'es là, putain, mais comment je vais rattraper le truc? Et imagine, prendre une mauvaise habitude pendant 10 ans. Waouh! C'est super dur d'en sortir. C'est vraiment extrêmement dur d'en sortir. Donc voilà comment je suis arrivé dans le conseil, tout simplement. Et l'agence, puisque c'était aussi la suite de la question, c'est comment tu arrives à faire une agence. Bah, ça s'est créé un peu naturellement. C'est-à-dire qu'au début, tu es solo. Puis forcément, rapidement, tu as besoin de prestataires. Donc tu commences à travailler avec des personnes. À partir de 2-3, tu peux considérer que tu es une agence. De toute façon, c'est stylé de dire agence, donc c'est ce que tu répètes. C'est plus facile de te vendre en tant qu'agence qu'en tant que freelance. Quand tu es solo, ça fait très solo. C'est-à-dire quand tu vas avoir une boîte un peu solide, elle dit mais je vois qu'il y a juste votre nom, prénom là. Vous avez une structure ou... Et tu dis non, moi je suis auto-entrepreneur. Auto quoi, j'ai pas entendu. Auto-entrepreneur. Ah, ça va être difficile. Tu peux être le meilleur du monde si tu arrives que tu n'as aucune structure, ou en tout cas que tu ne ressembles pas à une structure, parce que tu peux être auto-entrepreneur et ressembler à une structure. Moi je l'ai fait pendant très longtemps, ça. C'est pas interdit d'ailleurs. C'est compliqué. Solo, tu es toujours moins bien pris au sérieux que si tu dis que tu as une équipe. Donc je me suis entouré de personnes sans jamais spécialement m'associer à part il y a quelques enfin à part récemment, on va dire ça comme ça. Et puis tu bosses à plusieurs et là tu as une agence en fait. Tu te vends plus en tant que personne individuelle, mais tu te vends en tant qu'agence. Puis après bien plus tard, j'ai repivoté pour d'autres raisons. Puisque j'ai adopté une stratégie plus axée sur le personal branding. Et ça s'applique pas à tout le monde, tu vois. Si faire des podcasts, faire des vidéos, discuter face cam, faire des émissions, faire les conférences, ça t'intéresse pas, tu peux pas faire la promotion de ton entreprise comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des agences ou d'autres business et qui n'ont pas du tout envie d'être, attention au terme que je vais utiliser, sous les feux des projecteurs. Waouh, ultra boomer comme terme. Mais il y a pas du tout, enfin il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être vus en fait, tout simplement. Ils ont juste envie d'avoir un business, d'avoir ce que tu veux comme business, hein, une agence ou autre, mais sans forcément être devant. Moi j'aime beaucoup, t'as compris, faire des podcasts, communiquer, etc. Donc il faut s'en servir. Et donc je me suis permis de re-switcher vers une image de marque, une stratégie de marque un petit peu plus axée sur ma personne. Et c'est génial parce que du coup je suis contacté par des gens qui ont vraiment envie qu'on travaille ensemble parce qu'ils aiment l'attitude, la vision, le comportement, le franc-parler. Et c'est ça la puissance du personal branding. C'est-à-dire que tu mets beaucoup moins en avant l'équipe, mais tu mets en avant une façon d'être, un style qui peut déplaire, fait partie du jeu, peut pas plaire à tout le monde, ou plaire très fort. Et dans le cadre d'un processus de vente, proposer une prestation à quelqu'un à qui tu plais très fort est beaucoup plus simple que de le faire à quelqu'un qui s'identifie en tant qu'entreprise. Tu vois l'idée? C'est-à-dire que si tu arrives et tu dis, bon bah voilà, moi je suis le représentant de Téléphone Agency, on est une agence de ce que tu veux, ou on est une boîte de ce que tu veux, on travaille en équipe, voilà, et Téléphone Agency c'est super. À l'occasion, vous pourrez discuter avec mon collègue ou moi, mon associé ou moi, ce ne sera pas tout le temps moi, hein, bien sûr on est une équipe. Tu vois, c'est beaucoup plus impersonnel que de te présenter toi et de dire tiens, vous travaillez avec moi, c'est moi qui supervise. Et même à terme, si jamais tu veux à la fois être dans ton personal branding et te retirer des échanges commerciaux, ça marche toujours, puisque tu peux toujours pointer le gars qui est sur le personal branding. Si demain, j'envoie quelqu'un d'autre pour faire un échange commercial, il pourra toujours dire, bah oui, vous allez travailler avec Julien, c'est lui qui va superviser, etc. Que tu supervises de manière visible ou invisible, les gens vont être intéressés en fait par le fait de travailler avec toi. Et ça, c'est super de pouvoir greffer en fait une certaine qualité de service, en fait un peu d'humanité, un peu de vie à une personne morale qui est une entreprise. Et les gens en ont besoin en fait. Les gens en ont besoin parce que la plupart des services ne sont pas humains,
quoi. C'est juste des boîtes. Tu vois, tu travailles avec la boîte, elle fait ça, c'est une boîte de ça, tac. Alors que là, tu peux travailler avec un gars parce que tu aimes bien le style, tu vois. Donc c'est à la fois, c'est ça qui est intéressant avec le PB, quoi, personal branding, c'est que à la fois tu bosses avec une entité et à la fois tu bosses avec quelqu'un qui a un mindset que tu aimes bien. Et c'est un mindset avec lequel tu te reconnais, tu t'identifies en fait, tu vois, tu te connectes en fait avec la personne qui elle-même représente son entreprise. Et ça c'est top, parce que ça fait des collaborations qui sont incroyables, tu vois, des collaborations qui sont géniales. Moi je suis jamais dans des configs où on va faire des réunions insupportables, des reporting pendant 1h30, 2 heures, à parler de trucs chiants, etc. Non. Si je te montre l'intérieur des calls, tu vois, c'est des calls grave cool. C'est bonne ambiance, t'as l'impression que c'est des conversations en fait. T'as vraiment l'impression que c'est des conversations, c'est ultra chill, les gens sont contents d'être là, on passe un bon moment. Ça n'a rien à voir avec les réunions que tu peux faire dans le cadre d'une entreprise où ça va être full boring, on discute de points qui t'intéressent une fois sur deux, c'est long, t'as envie de te casser, tu vois, t'as envie d'en finir, tu vois, de te tirer au plus vite. Là, ça ressemble pas à ça, c'est-à-dire qu'on va parler du business de la personne, on va parler de l'intérieur de son entreprise, mais avec une ambiance, un style, un écosystème, un cadre qui est cool. Parce que moi, je suis convaincu, et je le répète haut et fort, encore et encore, qu'il est possible de faire du business et à la fois de passer un bon moment. Le business, c'est pas un moment chiant dans lequel on va et il faut être super sérieux, etc. Et si tu me connais en perso, tu le sais très bien, moi, je n'ai pas vraiment de... comment dire, je suis pas vraiment d'accord avec cette vision de avant on était enfant, maintenant on est adulte et quand on est adulte on doit se comporter comme ça. Pour moi ça c'est une vision qui est un peu dépassée. Cette vision qui t'oblige à devenir chiant à un moment de ta vie. Tu en dis tiens, hey, t'es adulte maintenant, t'as des responsabilités, oublie pas d'être bien chiant. Non, 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 sois cool, profite, kiffe, saute sur ton lit, roule par terre, couche-toi par terre si ça te fait plaisir, assieds-toi, mets-toi dans le panier de ton chat, saute partout, crie, chante, kiffe, kiffe. Et ça se ressent. Parce que pour moi, c'est ça. C'est ça, vivre. C'est prendre du plaisir. C'est pas devenir relou, bam, responsabilité, ok. Maintenant que je fais mes courses, je dois absolument être chiant. Non, c'est nul comme vie. C'est nul. Explose. Comme le champagne. Dis ce que t'as à dire. Fais ce que t'as à faire. Prends du plaisir. Que tu captes un peu la dynamique des échanges que je peux avoir quand on commence à bosser ensemble. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est très sympathique. Et tu vas te coucher le cœur léger, tu vois. Tu finis tes journées, même si elles finissent tard. C'est bien. T'es heureux. Tu vois, quand je te dis que je vais prendre des calls, si tu regardes mes stories sur Insta ou d'autres choses, c'est bien. C'est pas des calls chiants. Bienvenue. Bonjour monsieur Itoki. Alors oui, on a vu votre proposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'année à 24 là, de votre contrat? Dites-moi en plus. Non, non, ça, on peut pas bosser avec ces gens-là. Moi, je peux pas. C'est impossible. Ça, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Ah, tu parles d'argent, tranquillement. Ok, bam, là, on a fait 10 000. Comment on peut faire ça? Bah écoute, je pense qu'on pourrait faire ci, ça et ça. Ok, qu'est-ce que tu proposes? Bah écoute, pour ça, tel strat. MPS. Ok, t'aimes bien? Ok, nice. On signe où? On signe là. Je t'envoie le go-cardless. Vas-y, mets ton RIB. Ça met son RIB. On passe à autre chose. Le mandat est en cours de génération avec ta banque. 2-3 jours plus tard, on est payé. On commence à bosser. C'est très simple. Très simple, agréable, plaisant. Un bon moment, un très 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 bon moment, tout le monde s'éclate, tout le monde est heureux, voilà, c'est super. C'est un point de vue, comme d'habitude, fais ce que tu veux avec, en tout cas moi c'est comme ça que j'avance. Tu veux également en savoir plus, et vous êtes peut-être nombreux à vouloir en savoir plus sur ce point-là, c'est quels sont les différents métiers qui existent en rapport avec, dans ce milieu quoi, dans le milieu du digital, du business en ligne, du bizdev, etc. Alors, je vais te parler déjà de ce que moi je fais au global, ça s'appelle du bizdev, tu vois. C'est consultant en stratégie de croissance. Le focus, c'est de se concentrer sur la croissance d'entreprise. Comprendre les défauts qu'il faut corriger afin d'amener l'entreprise à un autre niveau. Dans le cadre de mon processus, comme je te l'ai expliqué, c'est découpé en 4 parties. J'ai fait un processus parce que c'est beaucoup plus facile de réfléchir en processus, de poser ce processus sur une entreprise, plutôt que de recommencer à chaque fois, de réfléchir, ok, c'est un nouveau truc, ouais, c'est une boulangerie, ouais. Non, tu prends le processus, tu le poses et tu appliques ce qu'il y a dans ton processus à l'entreprise. Et ça crée du changement point barre, ce qu'ils appellent pour le coup de la standardisation. Donc,
En différents métiers, tu as ça, faire du bizdev, donc là ça demande bien sûr un petit peu de recul, un petit peu d'expertise, parce que tu vas superviser une équipe ou tu peux le faire aussi solo. Je pense, moi j'ai fait les deux, j'ai fait solo, j'ai fait avec team. Je pense que tu peux faire les deux. Le point positif de ce biz-là, c'est que c'est un biz qui paye bien, donc ça c'est plutôt cool. En fonction de la manière dont tu le vends, tu peux passer des bons moments. Tu vois, moi je passe beaucoup de bons moments, c'est trop cool, tu vois. Tous les calls sont bien. S'il y a un client que j'ai, on va dire, signé de travers, c'est que je sens pas. Non, en fait, je les signe même pas. J'allais dire, ouais, si y a un client que j'ai signé de travers, je le vire, mais en fait, s'il n'y a pas de feeling, je le signe pas, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Tu peux choisir avec qui tu bosses, ça c'est incroyable. Le point un petit peu plus négatif, si j'en trouve, je vais réfléchir. Faut aimer bosser, oui et non, parce que tu fais un peu comme tu veux. Je vois plus trop de points négatifs, hein. Ça dépend de toi en fait. Hein. Si t'aimes pas trop parler, tu vas être embêté, parce que c'est bien de parler. Mais encore une fois, après, tu gères un petit peu comme tu veux. Donc perso, je vois pas trop de points négatifs à faire du bizdev, parce que c'est varié, c'est stylé. Tu peux le faire depuis n'importe quel pays, tu peux le faire autour d'une piscine, tu peux le faire à Los Angeles, tu peux le faire au Portugal, tu peux le faire au Brésil, tu peux le faire dans un café en bas de chez toi. Je trouve que c'est quand même une sacrée masterclass. Donc moi, je vois beaucoup de points positifs. Je suis pas forcément objectif parce que c'est mon game de ouf, j'adore ça. Bon, ensuite, dans ces métiers-là, dans ce biz dev, quels sont les différents acteurs qui te permettent d'arriver à générer de la croissance chez les gens? Bah, il y a forcément tous les petits métiers qu'il y a en dessous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des sous-métiers, bien évidemment, mais c'est des petits métiers parce que c'est moins complexe. Et c'est des petites choses qui t'aident justement à atteindre ce résultat-là. Tu as bien sûr Media Buyer. Donc, Media Buyer, le concept, c'est le fait de mettre en place des stratégies publicitaires pour les entreprises. Comme tu le sais, les réseaux sociaux glanent un maximum de données sur nous. Okay, Insta, WhatsApp, Facebook, etc. Tu sais que c'est les mêmes boîtes. Ils mettent à notre disposition des régies publicitaires. Je t'ai pas cité Snapchat, etc., mais c'est aussi dedans, TikTok aussi. Ils mettent à disposition tous ces gens-là, enfin toutes ces boîtes-là, des régies publicitaires qui nous permettent d'utiliser les données qu'ils ont engrangées afin de faire la publicité à une audience ciblée, à une ou des audiences. Okay, donc le taf, c'est Media Buyer. Tu apprends à justement gérer des campagnes. Dans le cadre de ce travail de Media Buyer, tu n'es pas obligé de l'être, mais c'est cool si tu l'es parce que tu fais 2 en 1. Tu peux être aussi le créatif qui crée ce qu'on appelle les ads ou qui a les idées. Parce que vraiment, Media Buyer, c'est un gars qui va gérer les régies publicitaires. C'est un gars, tu vois, qui a une. Pour moi, je le visualise un peu comme ça. C'est un peu comme un gars dans un studio de mixage. Tu sais, les studios de musique avec tous les boutons partout là. C'est un mec comme ça, il gère les trucs, tac, la campagne A, elle fait ci, ok, on en teste une autre, je prends la créative numéro 1, la numéro 2, on les teste en même temps, on fait un test AB, ça marche moins bien, tu vois. Pour moi, c'est quelqu'un qui check les stats, c'est quelqu'un qui utilise les différentes créatives. Donc, c'est lié forcément au métier de créatif. Ce créatif, comme je te l'ai dit, il est souvent un peu média buyer, tu vois, ça va ensemble. C'est un peu chelou de dire, bah écoute, moi je sais gérer que la console. Je ne sais pas avoir d'idée. Souvent, c'est mélangé, mais tu peux aussi ne pas le faire. J'ai rencontré les deux, des média buyers créatifs, d'autres qui n'en étaient pas, des gens qui font que Facebook, des gens qui font que Google, des gens qui font tout en même temps. Il y a tout, c'est la teuf. Okay, donc, tu peux être aussi créatif, très difficile à vendre sans être média buyer. C'est très chaud d'être que créatif, mais que ça existe quand même. L'idée, c'est de trouver des idées, petite répétition, en rapport avec la boîte pour atteindre un certain niveau pour réussir à atteindre l'objectif de la publicité donnée. Je dirais même pour réussir à atteindre l'objectif donné par l'entreprise. Okay, donc, l'entreprise veut acquérir plus de prospects. Par exemple, on va mettre en place une campagne publicitaire. Le créatif réfléchit en fonction de la cible quelle campagne publicitaire on pourrait faire. Tu vois, si demain, par exemple, tu veux travailler avec des écuries, voilà, des écuries avec des chevaux dedans, eh ben écoute, on va faire soit des vidéos, soit des photos en rapport avec le produit et les écuries. On donne ça au média buyer ou le gars qui est à la fois créatif et média buyer met ça en place. Il définit les budgets en fonction de ce qu'il a besoin ou en fonction de ce que l'entreprise a décidé ou en fonction de ce qu'il a demandé. Il envoie et on regarde les statistiques et en fonction de ça, on supprime ou on crée une nouvelle créative au vu des stats. C'est toujours pareil. J'aime beaucoup la publicité en ligne, j'en fais énormément, j'ai géré beaucoup de budgets différents. Je crois qu'en tout, j'avais regardé en plus il y a quelques semaines, j'ai dû faire à peu près 500 000 euros en gestion de budget publicitaire. J'ai dû gérer à peu près 500K, tu vois. Donc j'ai fait beaucoup de pubs.
Ça ne veut pas dire que moi-même, de ma poche, j'ai mis 500 000 euros de pub, t'imagines bien, mais ça veut dire que j'ai géré à hauteur de. Quand tu confonds toutes les boîtes, ce que j'ai pu lancer, les gens que j'accompagne et que j'ai pu accompagner, on en est là à peu près. Donc tu gères tout ça et je te disais, j'adore ça parce que tu as l'impression que la bonne réponse et la campagne qui fonctionne est toujours à portée de clic. Je m'explique. Admettons qu'on vise les écuries. Tu pars avec une créative A, donc tu fais faire une vidéo, une photo, on s'en fout, A. On va prendre que des photos. Une photo B, une photo C, une photo D, avec un texte A, un texte B, un texte C, un texte D. OK ? Et avec un argument A, un argument B, un argument C, un argument D. Tout ça là, soit tu peux faire que du A, donc tu prends le A de chaque strat que je t'ai donné, A, B, 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 C, 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 D, 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 ou tu peux mélanger. A, B, C, D, tu vois l'idée ? Tu peux faire des mélanges. Et c'est ça que j'aime trop avec la pub, c'est que en fonction des statistiques, techniquement, tu choisis une audience, écurie, on va faire un truc large, je te fais pas un truc trop complexe. On lance une première campagne que des A, une deuxième campagne que des B, une troisième campagne que des C, une quatrième campagne que des D, et une cinquième campagne A, B, C, D. Et en fonction des stats, tu mets que le même budget et que la même audience, tu as forcément des campagnes qui vont sous-performer, et des campagnes qui vont surperformer, et des campagnes qui seront un peu mid. Okay ? Et ce que j'adore, c'est que les régies publicitaires ont toujours une réponse marketing. C'est-à-dire que tu vas forcément arriver quelque part. Déjà plus loin que si tu faisais pas de pub. C'est pour ça que quand les gens me disent « moi je fais pas de pub, etc. parce que c'est pas efficace », je sens qu'ils disent n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux et ces grosses boîtes ont tellement d'infos sur nous que finalement, une pub qui fonctionne est une pub qui est bien faite et qui correspond à un nombre de data que les différentes régies publicitaires ont. C'est juste à toi de poser les bonnes questions avec les créatives. Tu vois l'idée ? Admettons que je n'ai aucune idée de ce qui peut plaire aux écuries. Comme je te l'ai dit, on lance plusieurs campagnes, la A, la B, la C, la D, puis la A, B, C, D, E. Je regarde la A, B, C, D. Je regarde mes stats. Je vois que celle avec que des A, quasiment pas de prospects, c'est pas ouf. Que des B, 10 prospects, c'est cool. Que des C, 2 prospects. Que des D, 25 prospects. Et A, B, C, D, E, 45 prospects. J'ai des datas. Je sais quelle créative et quel combo ne fonctionne pas. Donc j'élimine le combo qui ne fonctionne pas. Bien sûr, il faut laisser tourner tes pubs un certain temps, ça ne se fait pas en 2 jours. Et je continue à avancer. Et à alimenter, et à créer, ou à tester de nouvelles idées si le budget me permet. Puisque à chaque fois que tu fais une ligne, tu vois que tu rajoutes une verticale, que tu scales en horizontale ou en verticale. C'est-à-dire que tu rajoutes soit plus de créative, soit plus de budget. Il y a un moment, il faut de l'argent, tu vois. Si tu fais 12 campagnes, il faut ton budget x 12. Donc forcément, bon, ça a ses limites, ce qui est normal, rien n'est infini, tu vois, même dans la vie. Hein. Ton salaire est limité, tout est limité, ta durée de vie est limitée, donc ça c'est normal, tu peux pas tout tester en long, en large et en travers. Mais j'adore ce truc de, en fait la vérité est devant moi, il suffit juste que je pose les bonnes questions au travers des différentes campagnes. Tu vois, tu pars, tu regardes tes campagnes, j'adore ça moi. Tac, ça c'est bien, ok c'est là, c'est naze, on dégage. Ça, putain, j'avais pensé à un angle, ok c'est l'angle Z. Ok, vas-y, je crée un truc qui fait angle Z, je rajoute un peu de budget. Hop, tu regardes, boum. Là, pour te donner un ordre d'idée, sur les dernières campagnes que j'ai pu lancer, peu importe le client, je suis parti avec une première idée de campagne, comme ça, bien en tête, Google. Je vois que ça rapporte un peu de... Ça fonctionne, tu vois. J'arrive à avoir des prospects pour une dizaine d'euros. Non, c'est 2 ou 3. C'était 3 euros ou 10 euros par jour? Ouais, c'était une petite campagne. Pour 3 euros. Je me dis, ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, pour 10 euros, excuse-moi. J'arrive à, chaque prospect me coûte une dizaine d'euros, 9,50 € dans ces eaux-là. Je me dis, c'est pas mal. J'attaque sur le volet Facebook. Donc, un autre angle, tu vois, c'est pas la même chose, parce que les gens qui sont sur Google ont vraiment une intention d'achat ou une intention d'action. Quand tu vas sur Google et tu écris « Je veux changer mon téléphone », c'est pas pareil que si tu vois une pub sur Facebook qui dit « T'as envie de changer de téléphone ?» Tu vois, c'est pas la même intention. Il y a un gros écart entre chercher et être dérangé, entre guillemets, pour le mot dérangement. Donc, j'arrive sur une dizaine d'euros le prospect, ok, c'est cool et tout. Bon, c'est pas mal. Vu le produit et vu la rentabilité, ça passe. On est ok, tu vois. On est ok parce qu'on fait au moins x10. Donc, c'est bon, ça passe. Le retour sur investissement est bon. Je switch sur du Facebook. Je lance une campagne, tout autre, on va l'appeler la campagne B. Et là, je vois que le prospect, il coûte 2,90 €.
Je dis, waouh, putain, je l'ai bien optimisé. Stylé. Cet angle-là, là, l'angle B, lourd. Je lance un angle C. Continue à tester, toujours sur Facebook. Je vois que le prospect, il revient comme Google, à 10 euros. Je dis, ah, pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Ensuite, j'ai une autre idée. Je lance une campagne D. Et là c'est la masterclass, tu vois. Autre angle, autre créative. Et là, il se passe que le prospect, il coûte 1 euro. Entre 0,97 et 1 euro. Et tu vois, c'est comme ça que tu testes. Et qu'après, tu peux supprimer ta campagne Google si tu le veux. En fonction des stratégies, il y a plein il y a plein de possibilités, tu vois. Tu pourrais aussi te dire, oui, mais l'audience Google, c'est pas la même. Ils mettent plus de temps. Peut-être qu'ils sont plus qualifiés parce qu'ils recherchent. Donc, c'est plus cher. Mais la qualif est différente. Donc, tu vois, il y a des réflexions. Donc, je supprime pas celle de Google, mais tu aurais pu. Et là, je vois qu'il y a des prospects, ouais, entre 0,97 centimes et 1,20 €, 1,30 €. Donc, c'est super, tu vois. Donc, on commence avec des petits budgets à 10 euros par jour et tu peux très rapidement finir à 20, 30, 40, 50, 100, 1000 euros par jour. Tout ce qu'il faut mettre en place, c'est ce qui arrive derrière. C'est est-ce que tu as, donc je reviens, tu te rappelles sur ce que je t'ai indiqué tout à l'heure, marketing, produit, acquisition, système. Est-ce que tu as la partie système qui te permet de gérer 1000 euros de pub par jour? Tu vois? Parce que si tu arrives à trouver pour 10 euros par jour 10 prospects, quand tu vas mettre 1000 balles, il y a du monde qui arrive. Est-ce que tu as les équipes ou est-ce que tu as le système qui permet de le faire? Donc là, on doit réfléchir à cette partie système et créer des automatisations qui vont nous permettre de gérer l'affluence de clients. Donc progressivement, on peut monter le budget et gérer en automatique ce qui se passe pour pouvoir juguler les demandes. Okay, la vision que les gens n'ont pas, c'est qu'en fait, il y a énormément de clientèle à convertir sur Internet, mais c'est à toi de trouver le bon message. Et souvent, les entrepreneurs ont la vision de « ouais, mais sur Internet, ouais, les gens, ils n'ont pas d'argent, etc. » Non, c'est juste que tu n'as pas le bon message. À chaque fois que tu as envie de penser qu'Internet, c'est pas ouf, à chaque fois que tu as envie de penser que les gens n'ont pas d'argent, à chaque fois que tu as envie de penser que ça ne marchera pas pour toi, réfléchis au nombre de personnes que tu croises et qui sont dans cette position. Il y en a beaucoup avec leur téléphone en main, comme ça. Et ils poncent le téléphone, tout ils sont là. Et ils scrollent, et ils scrollent. Et ils pourraient scroller en regardant tes pubs, en fait. S'il ne s'arrête pas, qui est fautif? C'est lui parce qu'il ne s'arrête pas et que c'est un connard? Ou c'est parce que toi, tu ne sais pas quoi dire? C'est parce que c'est toi, tu ne sais pas quoi dire. Oh, la phrase. Je ne vais pas le reprendre, je la laisse. Je la laisse, c'est ma phrase de 2023. Ou de 2024, ou de 2025, ou de 2032. Comme ça, tu ne sais pas en quelle année on est. Et le podcast peut vivre jusqu'à l'éternité. Donc, j'adore ce petit jeu de recherche, d'affinage. T'affines ton fromage, tes stratégies, tes trucs. Et quand ça pète, oh là là, ça régale un truc de ouf. Moi, je kiffe ça. Tu vois, donc, encore une fois, ce qui est génial dans le BizDev, c'est que tu peux aussi choisir ce que tu fais dedans. Moi, j'aime beaucoup le conseil, la stratégie, mais j'aime aussi quand même le media buying. Je trouve ça très, très sympathique. Donc, on enchaîne avec les différents métiers qu'il y a dedans. Il y a Funnel Builder. Le Funnel Builder, c'est le gars qui va faire ce qu'on appelle des landing pages. C'est-à-dire que tu as un site, toi, pour ton entreprise, ou pas, mais admettons que tu en aies un. Tu es une boîte qui vend des imprimantes. Voilà. Ton site, il est ce qu'il est. Prenons le site d'Epson. C'est un gros site, il y a plein de trucs partout, des références, on peut acheter dessus et tout, c'est une galère. En soi, ton site tel quel n'est pas optimisé pour pouvoir vendre en ligne comme ça directement à brûle pour point. Expression spéciale. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va détecter une demande marché un peu spécifique. Et de cette demande marché spécifique, on va recréer une page à côté de ton site qui parle de l'argument qu'on a trouvé, de la demande marché qu'on a trouvé. Et on met à fond l'angle dessus. Enfin, on met à fond le travail dessus. Ce qui est génial, c'est que ça permet de ne pas avoir à casser tout ton site ou à changer la page principale de ton site qui est peut-être visitée par des personnes. Et ça permet de travailler un angle marketing dans un coin auprès d'une audience spécifique. Si on se rend compte, on reprend sur les écuries, que ces écuries-là, les écuries se mettent à devoir imprimer des dossards, on peut faire une campagne de pub spécifique en disant utilisez les imprimantes Epson pour imprimer vos dossards. Parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, il y a des courses spéciales avec des chevaux. Tu vois l'idée? Tu peux travailler un angle marketing à un moment spécifique, d'une manière spécifique, sur une audience ciblée. Et ça, c'est puissant. Sans pour autant changer tout le branding et tout le travail qui a été fait autour d'Epson. C'est pas demain, tu arrives sur le site d'Epson et un cheval. C'est pas ça. On travaille à côté et spécifiquement. Donc, on a le petit media buyer, on a le gars, on a le funnel builder, on a bien sûr le rédacteur, copywriter, celui-là, on ne peut pas l'oublier. C'est le gars qui est chargé de rédiger de la bonne manière les arguments marketing qui ont été trouvés. Ça peut être aussi ce même gars qui trouve les arguments, mais souvent, ce n'est pas le cas, tu vois. Le copywriter, avec un minimum de mots,
il arrive à atteindre un maximum de précision. Il arrive à toucher au cœur la personne qui lit la page. Je vais t'inventer un exemple en live. Ah, mais je vais reprendre celui que j'ai utilisé hier pour expliquer. Une page bien rédigée versus une page mal rédigée. Ok ? T'arrives, on est une marque de vêtements. Je te donne le contexte. On est une marque de vêtements et nous, on vit dans une dimension de la vie où les gens ils sont tout nus. Si on est mauvais en copywriting et en stratégie, on va faire une page. Et sur cette page, où on va juste avoir un site, on va écrire oui, les pantalons, c'est super cool, ils sont faits en 100% coton, ça arrive vite chez vous, parce que c'est bien que ça soit livré vite, on a commencé en 1962, etc. Voilà, ça c'est la définition finalement d'une page qui n'est pas du tout optimisée ou d'un site qui n'est pas du tout optimisé. Il n'y a aucun argument marketing là qui te touche au cœur. Il n'y a rien. Alors que si tu es stratégique, tu prends les éléments de la marque en question qui peuvent être utilisés à des fins marketing et tu en fais des actions marketing spécifiques. Admettons que cette marque, elle vende des pantalons, comme je viens de te le dire, qui soient 100% coton bio, etc. La planète, tu connais. Tu peux faire une page spécifique qui utilise cet argument-là à mort. Tu prends une petite partie des produits qui correspondent à la description, tu les mets sur ta page ou un produit, tu peux faire un truc monoproduit, et tu te rapproches de personnes qui sont dans ce mindset-là, qui ont cette manière de penser. Tu utilises leur jargon et en gros, tout en haut, la tagline, comme on dit, c'est-à-dire la phrase qu'ils vont voir en premier sur le site, c'est une phrase qui va leur parler. Et ces mecs-là que tu es en train d'essayer de convaincre, à qui t'expliquent que ton truc il est 100% coton, et que ah merde, j'aurais pas dû prendre cet exemple-là. L'exemple à la base, c'était que les gens étaient tout nus. Excuse-moi, je repars sur ça. Au lieu de leur parler de ta marque et de leur expliquer que tu es là depuis 1960, si on prend un argument marketing particulier, ce qu'on va leur dire, c'est, donc sur la tagline tout en haut dès qu'ils vont arriver sur le site ou sur ta pub, on va écrire « Marre d'avoir froid la nuit » ou « Marre d'être tout nu » ou « Marre d'avoir les gens qui se frottent ». Tu vois ? Tu touches et tu utilises des arguments qui vont toucher au cœur ta cible. T'es plus dans un truc un peu généraliste, bordélique. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur des avocats, ça. On a fait un bise en rapport avec ça. Je me suis baladé un peu sur les sites des cabinets d'avocats. Et les mecs qui sont là avec la tartine. Ouais, on a commencé en 1945, on a défendu Molière et tout. On s'en fout en fait que t'aies défendu Molière. Moi, je suis venu pour un divorce, gars. Qu'est-ce que tu me racontes ? Donc si tu veux me convertir, fais-moi une fucking page avec marqué 99%. Point. C'est le taux de réussite dans le cadre des dossiers divorce. Waouh! Waouh! Là, je clique. Il y a un bouton en dessous. En dessous, il y a marqué « Nous contacter ». J'appuie. J'arrive pas sur un formulaire de contact éclaté comme on voit. Nom, prénom, mail, numéro, objet, description. Trop d'efforts! Trop d'efforts! On est dans un monde où, pour commander à bouffer pour 50, tu ouvres une appli, tu fais application, commande, menu, plus, valider. Tu peux pas dire à la personne qui arrive sur ton site, nom, prénom, explique, écrit, bonjour, je voudrais commander pour 50. Non, tu peux pas. Il faut faire quelque chose de simple. Tu lui fais un formulaire carré avec des pré-réponses. Il clique, divorce, quel cadre, combien de temps de relation. Je connais pas les variables du divorce, mais bon, on s'en fout. Mais tu lui fais des trucs pré-remplis. Juste, il clique, tac, ça passe à la suivante, tac, ça passe à la suivante, tac, ça passe à la suivante. Et à la fin, nom, prénom, adresse mail. Ou nom, prénom, numéro. Très simple. Le gars de l'autre côté, s'il a un bon système, donc là, je te refais tout. Le marketing est quali. Le produit est défini. On est sur le divorce. L'acquisition, c'est le media buying, c'est les pubs. Et le système, c'est ce que je vais t'expliquer là. L'avocat de l'autre côté, tu lui as mis un système en place pour qu'il reçoive directement les demandes qui proviennent de son site par mail. Et il les refait. Il a ça en automatique. Tu peux même aller plus loin, lui créer un outil spécifique, il envoie une notification sur son téléphone. Tu peux même lui faire un tableau de gestion qui dit où en sont les dossiers, etc. Incroyable! Tu peux même aller plus loin, des mails auto, des mails de réponse automatique. Tu peux ensuite lui créer de la gestion de dossiers automatiques en fonction des typologies. Comme c'est toujours la même, on peut standardiser, tu vois. Les dossiers de divorce, c'est à peu près la même chose. Oui, non, tu lui poses des questions. Et c'est comme ça, en fait, que tu arrives à créer des systèmes auprès des gens qui dépassent leurs espérances, tu vois. Un petit avocat qui bossait tout seul, il pète un câble après quand tu lui envoies tout ça. Il dit waouh, c'est waouh, incroyable. Ok. Donc là, je t'ai parlé du copywriter.
Et puis après, tu as tous les autres métiers qui sont super stylés également. Donc, j'en ai parlé en début de podcast. Tu as la vidéo, tu as la photo, etc. Plein de petits détails encore qui vont servir à mettre en avant l'entreprise, une fois de plus, et de l'amener au niveau supérieur. Mais c'est la connexion de tout ça qui va permettre d'aller gagner cette croissance. Pour rappel, je suis de passage sur le média à la marge, sur Snapchat, si tu veux voir les petites vidéos. Si tu as des questions à me poser, tu as le Discord, le lien Discord dans la description. Si toi-même, tu veux poser une question et tu veux que j'en fasse un podcast, utilise également le lien dans la description, c'est cadeau. Si tu as des besoins de coaching ou de questions à me poser, n'hésite pas. Utilise tout ce que je te mets dans la description, tu connais. Et si tu as kiffé le podcast, comme d'habitude, soit tu t'abonnes sur YouTube, soit tu mets une flopée d'étoiles sur le média que tu utilises pour écouter ce podcast.